de 3 enfants, a été abattu hier matin par son ancien compagnon. Son compagnon l'aurait tué de plusieurs coups de hache au visage. En fin de matinée, un homme a tué son ex-amie d'une balle dans la tête. Une dispute éclate dans l'entrée. Il frappe Nathalie sous les yeux de sa fille, tuée par strangulation, sous les coups de l'un de ses anciens compagnons. En France, en 2019, 173 homicides au sein du couple ont été recensés par le ministère de l'Intérieur. 84% des victimes étaient des femmes. 146 femmes mortes, tuées par leur conjoint, leur mari ou leur ex-compagnon. Cette réalité glaçante s'impose peu à peu à l'ensemble de la société grâce à la mobilisation des collectifs féministes. Dans les médias, sur les réseaux sociaux, la liste des féminicides s'égrène au fil des jours, comme une insupportable litanie. Mais de ces femmes mortes, que l'on décompte comme des numéros, on ne sait pas grand-chose. Des prénoms, qui pourraient être ceux de nos sœurs, de nos mères ou de nos grands-mères, des âges et la façon dont elles ont été tuées. Le reste est invisible. La réalité résiste, comme enfermée derrière les murs de l'intimité familiale. Comment pénétrer cette prison qui était celle des victimes et tenter de mettre des mots là où il n'y a eu souvent que des silences ou des demi-confidences? La violence conjugale, qui touche plus de 220 000 femmes chaque année en France, est un drame qui se déroule à huis clos. Cindy, Michel et Dorothée en ont subi le stade ultime. Elle s'appelait Cindy. Elle avait 34 ans. Elle était enceinte de son 6e enfant. À Noyon, dans l'Oise, un matin de septembre 2017, alors qu'elle était à la gare avec 3 de ses enfants, son conjoint a fait irruption sur le quai. Alain était policier. Il a tiré sur elle et 2 des enfants avant de retourner l'arme contre lui. Seule Océane, 5 ans, a miraculeusement réussi à s'échapper. Aux alentours de 10h30, 11h, l'opérateur déclare qu'il y a des coups de feu à la gare de Noyon. D'accord ? Donc je précise qu'on est dans un contexte très sensible par rapport au terrorisme. Donc effectivement, on part immédiatement avec mon équipe pour aller voir ce qui se passe. Et je vois 4 corps, 2 corps d'enfants, le corps d'une femme et le corps d'un homme, avec donc de type antillais africain. Et je vois un pistolet de dotation, hein, donc un Sig Sauer, un pistolet automatique dans la main de l'individu. On a la possibilité immédiatement de demander à la police municipale qui gère justement les caméras, de demander le visionnage immédiat. L'opératrice qui est ma conjointe justement, m'informe que oui, elle voit arriver un homme qui tire sur une dame et 2 enfants et qui se tire une balle dans la tête. Le matin même, à leur domicile de Guiscard, Cindy avait annoncé à Alain qu'elle allait le quitter. Que s'est-il passé à ce moment-là ? Face à cette séparation imminente, Alain a-t-il été violent verbalement, physiquement ? Personne dans le voisinage n'a rien vu, ni rien entendu. Mais Cindy a visiblement eu peur, au point d'appeler les gendarmes dès qu'Alain est sorti faire un footing. La brigade est effectivement intervenue donc, le matin à ce domicile, et ça s'est terminé comme 98% des interventions que l'on gère dans le secteur. Donc relativement bien. La particularité, c'est qu'il y avait des enfants. Donc quand c'est comme ça, en général, on sépare les adultes et les enfants. On pose des questions à les enfants. Un enfant ne ment pas.
dit ce qui se passe. Là, malheureusement, nous, on ne pouvait, nous, pas faire plus à notre niveau. Dans chaque périmètre, dans chaque commissariat, dans chaque unité de gendarmerie ou de police, vous avez affaire à des familles qui sont redondantes, où effectivement, il peut y avoir de sous-jacents des problèmes. Mais on a aussi des personnes qui font pas parler d'eux et qui, voilà, d'un jour à l'autre, peuvent effectivement être à l'origine d'un drame. Ça a été le cas. Ce matin-là, les gendarmes n'ont pas senti le danger et n'ont pris aucune mesure pour protéger Cindy. Trop peu formés aux questions de violence conjugale, ils n'ont pas envisagé que les enfants puissent mentir ou se taire pour ne pas trahir leurs parents. Cindy a alors trouvé refuge chez ses voisins Yves et Muriel. Je vais voir les gendarmes et je dis ben voilà, je conduis les enfants à la gare. On me dit on vous remercie, c'est gentil ce que vous faites. Il me dit par contre vous ferez 2 voyages parce que votre voiture elle est petite. Je dis oui, je dis de toute façon je vais prendre Cindy en premier et les 3 petits, les plus petits pour qu'ils soient à côté de leur mère. Donc je les ai conduits à la gare. Et puis à la gare, j'ai dit à Cindy, bon ben je vais chercher les 2 grands. Et je reviens les rechercher, je les amène là-bas. Et puis au moment où je me gare, j'avais à peine sorti la voiture que ça venait de se passer. Puis quand j'ai entendu dire que c'était des coups de feu, j'ai compris tout de suite. Alors j'ai dit non, c'est pas possible, je peux pas aller voir ce qui s'est passé, c'était pas possible. Je suis resté, j'ai tourné en rond parce que là j'étais ébahi quoi, j'avais plus, je comprenais pas, je comprenais pas. On peut faire une petite pause. C'est un peu. Lorsque Yves est retourné au domicile du couple chercher les 2 aînés, il n'a pas remarqué la voiture d'Alain, qui filait pourtant en sens inverse, vers la gare de Noyon, avec son arme de service à côté de lui. Quelles pensées ont bien pu envahir l'esprit d'Alain pendant ce trajet de 10 minutes ? Dans le pavillon du couple, la vie semble suspendue. J'ai mis un appel des gendarmes en me disant écoute, tu peux venir nous donner un coup de main parce qu'on doit perquisitionner une maison. Quand on a vu les dessins des gosses faits le matin et que les gosses étaient morts, là on s'est regardés tous les deux, ça nous a fait. Ça nous a fait vraiment drôle quoi. Apparemment, elle avait préparé son repas pour oui, le repas était préparé. C'était encore dans les casseroles. Tout était prêt, c'était sur le gaz était éteint et elle avait fait à manger pour tout le monde. C'est pour ça qu'après, quand on a discuté tous les deux le lendemain, on a dit son départ, je pense pas qu'il... J'en sais rien, mais je pense pas qu'il était prémédité parce qu'elle n'aurait pas fait à manger pour autant. Je pense qu'il y a eu un truc le matin, ils ont dû s'engueuler beaucoup, quoi, puis elle est partie parce que je pense pas que c'était prévu. Dans le village, tous décrivent un couple discret qui s'était installé là pour fuir la région parisienne. Ils avaient inscrit leurs enfants à la petite école de Guiscard, et même aux yeux des plus avertis, il semblait impossible de deviner une quelconque forme de violence au sein de cette famille. Alain et Cindy sont venus faire donc l'inscription de leurs enfants. Ils sont venus se présenter, toute la famille. On a discuté un petit peu pour savoir d'où ils venaient, ce qu'ils cherchaient. Ils venaient chercher ici, en fait, un peu, une vie meilleure, on va dire, pour leurs enfants. Bon, j'ai su, parce que bon, on discute toujours un petit peu quand on fait les inscriptions, on essaie de savoir un petit peu, qu'ils continuaient donc de travailler sur Paris et que bon, voilà, ils feraient les allers-retours, etc. Moi, c'est des gens avec qui je me suis toujours bien entendue. C'est vrai que par contre, quand ils sont arrivés à l'école, comme je vous disais, l'étranger qui arrive, c'est très compliqué. Donc déjà, c'était des gens de l'extérieur, c'était des Parisiens, et c'était des gens qui n'avaient pas la même couleur de peau que les gens d'ici.
Donc c'était, je l'ai bien senti, hein, quand tous les gens, on va dire, du 93 etc. sont arrivés, je voyais bien que ça dérangeait. Hein, c'est la peur de l'inconnu, tout simplement. Après, c'est aussi des concours de circonstances, c'est-à-dire que donc le plus grand des garçons, enfin le garçon, s'est retrouvé dans une classe avec une petite fille, et je pense que là, il y avait une animosité déjà de la part de la petite fille, ce qui fait qu'elle a raconté des histoires terribles. Hein. On peut dire qu'elle est allée même jusqu'à le provoquer et même le dénoncer pour des attouchements. Donc vous imaginez bien que c'est terrible. Il s'est avéré que cette histoire, c'était quelque chose qui avait été inventé. Et la petite fille, à force de la questionner, m'a dit, de toute façon, moi je dis ça, comme ça il va rentrer chez lui. Et puis je pense qu'à partir de ce moment-là, il y a eu une espèce de mal-être de la part de Cindy et de Alain par rapport à leurs enfants. À la suite de cette histoire, Alain et Cindy ont changé leurs enfants d'école. Cette situation a probablement pesé sur eux. Se sont-ils repliés sur eux-mêmes ? Toujours est-il que le couple invitait très peu au domicile, même s'il avait tissé quelques liens, principalement avec Yves et Muriel. Mais certaines vérités semblent se heurter au mur du foyer pour ne jamais en sortir. Nous, on n'avait que des bonnes relations. Parce qu'il me dit, toi, tu t'immisces pas, tu me poses jamais de questions sur ma famille, tu me poses jamais de questions sur notre intimité. Et dès qu'ils avaient un problème, ils venaient me voir. Et puis on arrive, j'ai dit, il n'y a pas de problème, on va résoudre. Donc je vais refaire déjà en bas, je vais remettre des câbles électriques, des câbles télévision, tout ça. Parce qu'ils ne savaient pas, donc j'avais fait une liste de travaux. Je dis, il faut ça, faut ça. Je dis, t'inquiète pas, j'ai tout ce qu'il faut. Donc pour le jardin, c'était pareil. Comme elle était enceinte du 6e, elle ne travaillait plus. Et puis au départ, je crois qu'elle était en maladie aussi, elle a eu quelques problèmes de santé. Et puis elle s'occupait des 5 enfants. Dès qu'il y avait un petit problème, elle me dit, au fait, tu peux garder les enfants. Je dis, oui, pas de problème. Je dis, les enfants sont bienvenus, et puis ils étaient gentils, et jamais eu de problème avec les enfants, quoi. Avec moi, pour se mettre en colère, il faut vraiment faire très fort, parce que je ne suis pas d'un tempérament agressif. Lui, il l'était, parce qu'une fois, Cindy avait fait du jardin, et puis il avait tout cassé. Mais j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il me dit rien, il me dit, je me suis trompé, donc il avait été racheté des bordures en bois, parce que tout ce qu'il avait cassé, Mais bon, on ne pouvait pas savoir ce qui se passait en réalité dans la maison. Agressif. À l'aune du meurtre, ce mot sonne si lourdement. Mais un homme agressif, est-ce qu'on y prête vraiment attention ? Encore aujourd'hui, reste ancré dans nos consciences ce stéréotype de genre, qui nous laisse croire que l'agressivité chez un homme est un trait de caractère presque normal, et pas forcément inquiétant. Surtout quand, comme Alain, l'homme sait se montrer charmant auprès de ses amis. Alain, c'est vrai que souvent, il aimait bien venir à la maison. Et on s'installait, on buvait un petit café, parce qu'il était comme moi, il buvait très rarement de l'alcool, donc on buvait un petit café, un coca. Nos apéros, c'était plus des apéros café, mais voilà, on parlait de tout et de rien. C'était quelqu'un qui avait un sens inouï il avait un pouvoir, enfin, moi, ce que je ressens, il avait un pouvoir d'apaisement et de calmer les gens rien qu'à la parole. C'était quelqu'un qui savait se servir des mots. Donc il n'avait pas besoin de s'énerver ou quoi que ce soit, il avait un vocabulaire très apaisant. Avec Cindy et les enfants, c'était le même que quand je le voyais tout seul. Il n'y avait pas de changement, ni lunatique, ni... il restait toujours constamment le même, calme, posé. Il y a un truc qui m'avait dit que par rapport à ses enfants, et comme il n'avait pas de coffre-fort chez lui, il ne voulait jamais prendre son arme de service. Et donc déjà ça nous a choqués, parce que quand on nous a dit que c'était avec son arme de service qu'il avait fait ce qu'il a fait,
moi, ça m'a surpris, parce que j'en avais parlé avec lui, et il m'avait dit non, j'ai pas d'armes chez moi, j'en veux pas. Si les amis du couple parlent facilement d'Alain, il semble avoir beaucoup moins à dire sur Cindy. À l'école de ses enfants, elle avait sympathisé avec d'autres mères, mais sans jamais se confier sur son intimité. Une de ses plus proches voisines a aujourd'hui déménagé au Canada, et elle semble n'avoir eu accès qu'à l'image d'une vie de famille ordinaire. On s'est rencontrés dans le village où on habitait, et puis on a fait connaissance en fait par les enfants qui allaient à l'école ensemble. Toujours tout allait bien, toujours elle va bien, toujours positive. Elle m'a jamais dit qu'avec son mari ça allait pas ou qu'il y avait des soucis en fait dans sa vie perso, quoi. Elle est décédée le dimanche et le vendredi en fait je lui ai envoyé un message. Je lui ai demandé comment ça allait, si ses enfants étaient bien rentrés à l'école, parce que c'était la rentrée scolaire, tout ça. Et je me souviens, elle m'a dit oui, tout va bien, t'inquiète ma chérie, tout va bien, tout ça, les enfants vont super, comment tu vas. C'est ça qui est fou en fait. Vendredi, tout va bien et dimanche, c'est le drame. C'est ça. Même au jour d'aujourd'hui, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre ce que je sais pas. J'ai jamais eu quelque chose qui m'a alerté en me disant tiens, quelque chose qui va pas, comme on peut le noter sur d'autres. Hein. J'ai hébergé des mamans chez moi. Hein. Ah oui. Héberger des mamans chez moi, emmener des mamans porter plainte. Ah oui. Oui. La misère, elle est partout. Hein. On s'imagine toujours que les faits divers sont loin ou dans les journaux. Non, ils sont à côté de nous. Donc là, vous voyez, il y a des moments où, oui, j'aurais pu craindre. D'ailleurs, c'est pour ça que je les ai emmenés porter plainte, etc., parce que j'avais peur. Mais là, non, vraiment non. C'est un peu douloureux quand même. Même quand on y repense maintenant, on se dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas senti? Vous savez comment c'est, hein? On culpabilise toujours, on se dit toujours, ah mince, j'ai pas vu ça, peut-être qu'il y avait des signes, mais bon. Le bonheur, c'est de voir les enfants, comme ils étaient. Je dis ça, c'est vraiment un bonheur, et puis c'est un rayon de soleil, quoi. Permanent. Donc, c'est ce qui nous manque, parce qu'ici, ils étaient à la fenêtre, tous les enfants. Quand j'étais là, où Muriel était là, c'était formidable. C'était formidable. Puis bon, après, il n'y a plus rien, quoi. C'est le vide. Il y a une forme de sidération chez tous ceux qui les ont connus. 40% des femmes tuées par leur conjoint ont subi des violences physiques ou psychologiques avant le drame. Mais seul un petit nombre d'entre elles ont porté plainte. Qu'est-ce qui a empêché Cindy de raconter ? Était-elle prisonnière d'un déni qui l'empêchait de comprendre ce qu'elle vivait ? Yves, lui, reste rongé par le regret de n'avoir pas compris ce qui se jouait tout près de lui. J'ai l'impression de ne pas avoir tout fait. J'ai l'impression que j'aurais pu voir certaines choses alors que je ne les ai pas vues. Cindy, une fois, se baladait dans la rue, elle était complètement perdue, et puis c'est Muriel qui me dit, Cindy, elle n'a pas l'air d'aller bien. Donc j'ai été voir, elle me dit, j'ai eu besoin de changer l'air. Du coup, j'ai dit, écoute, on va partir d'ici, on va aller faire un tour au canal du Nord, puis on s'est baladé toute l'après-midi. Elle était très, très fermée, et moi, elle m'a raconté plus que quand je l'ai amenée à la gare. C'est là que Cindy, elle m'a dit, j'ai déjà quitté il y a 6 ans, et ça a duré 6 mois. Il tapait dans les murs, il avait des propos violents, et puis des gestes, mais des gestes, il frappait pas. Il devait se soigner. Donc il s'est soigné, et puis il était suivi par un psychiatre. J'ai dit ça, tu vois, je ne savais pas. Si j'avais su, je me serais méfié. Pourquoi tu en as pas parlé? Parce que j'en avais peur. Mais je l'ai su que là, quoi. Que dans la voiture.
Il a fallu que Cindy quitte Alain pour pouvoir enfin parler. Quelques minutes seulement avant d'être tuée. La séparation est un moment à haut risque pour les femmes victimes de violences conjugales. Pour beaucoup d'entre elles, quitter leur conjoint est souvent la seule issue, mais aussi la voie la plus risquée, dans une société qui ne sait pas les protéger, au moment où elles en ont pourtant le plus besoin. L'histoire de ce drame m'a fait comprendre qu'il n'y a pas... Enfin, m'a encore plus renforcé dans l'idée qu'il n'y a pas de banalisation de l'intervention, il n'y a pas de banalisation de ce genre de situation. On le voit, on est parti d'un conflit familial qui a débouché sur un drame. Et cet aspect-là, si je peux l'éviter au quotidien, l'éviter justement en prenant une décision irrévocable de séparer, ne serait-ce que prendre, voilà, le jour-là, je place en garde à vue le mis en cause pour éviter la réitération de l'infraction. Si déjà, moi, je peux éviter la réitération d'un drame, j'aurais déjà servi à quelque chose. Les enfants qui ont survécu sont désormais auprès de la famille de leur mère en Guadeloupe. Orphelins, ils ont aussi perdu 2 frères et ont vu l'insouciance de leur enfance rayée par le geste meurtrier de leur père. Plonger dans les affres des féminicides, c'est parfois se confronter à des histoires que l'esprit peine à imaginer. À Corba, près de Lyon, un jour de juin 2017, Laurent a tué sa femme Michèle, 44 ans, et sa fille Estelle, 18 ans. Il a ensuite caché les 2 corps dans une pièce de l'appartement familial pendant 5 semaines. Pascal Baton a été appelé pour nettoyer cette scène de crime qui le hante encore. Une scène comme celle-ci, je crois que le commun des mortels ne peut pas la visualiser ou l'imaginer. Un homicide dans une pièce, une chambre d'environ, je vais être large, 12 à 14 mètres carrés, avec des personnes qui sont rentrées en décomposition au sol, ça va vous donner une couche de gras mélangé avec la décomposition, donc ça fait une masse noirâtre, très visqueuse, qui va tout imprégner. Une odeur qui est pestilentielle, on parle nous d'odeur méphitique, très forte qui est dans tout le logement. Et cette couche de gras va représenter entre 1 et 3 cm de revêtement uniforme dans toute cette pièce-là. Et toute cette masse noirâtre, donc, va aussi être étalée par une très forte présence d'insectes nécrophages. Donc, concrètement, des larves de mouches. Les larves de mouches, elles font leur boulot, c'est la nature. Elles aident à notre décomposition, mais en même temps, elles étalent tout. Elles étalent tout. Donc là, c'était un traitement où il fallait nettoyer les choses pour pouvoir les remettre derrière, en lieu et place, pour permettre une reconstitution fidèle. Après son double meurtre, Laurent a calfeutré la porte de la chambre avec de l'adhésif et a raconté à Loïc, le fils cadet qui rentrait de l'école, que les 2 femmes étaient parties à l'hôpital. Sans jamais rien lui dire, il l'a fait vivre là, dans la puanteur de l'appartement, en pleine canicule. Personne n'a rien remarqué, ni les voisins, ni les membres du club d'escrime de Loïc, où la famille passait pourtant beaucoup de temps. Gwezeneg, le maître d'armes de Loïc, a continué à côtoyer Laurent après le drame, sans rien soupçonner. Loïc, c'était un jeune escrimeur du club. Il a commencé l'escrime la première année où je suis arrivé à Corba. Donc il a bien accroché avec l'escrime tout de suite. Et son père, du coup, a voulu rentrer dans le bureau. Donc il est devenu secrétaire général du club. Il était là au club toujours pour aider. Quand on lui demandait quelque chose d'un service, il répondait toujours présent. Enfin, c'était quelqu'un très sympathique, quoi. Sa femme, quand on la voyait, elle n'avait pas forcément un grand caractère, quoi. Elle disait pas beaucoup grand-chose, quoi. Elle était vraiment très gentille, très discrète.
On n'a pas l'impression, mais lui non plus, hein. C'est pareil, hein. Les deux, quand ils étaient là, pas forcément des gens avec un gros caractère, quoi. C'était vraiment des gens, à l'image de leur fils, qui est très réservé, quoi. Moi, j'ai pu le qualifier de monsieur tout-le-monde, c'est-à-dire qu'il avait un côté un peu passe-muraille, c'est-à-dire qu'il n'avait pas vraiment d'histoire, je veux dire, d'extraordinaire. Les voisins le décrivent comme quelqu'un d'assez discret, pas vraiment sympathique, mais pas antipathique non plus. S'il n'y a pas de profil type chez les auteurs de violences conjugales, certains traits psychologiques leur sont communs. Narcissisme, possession, ou encore dissimulation. L'enquête a permis d'aller au-delà de l'image de l'homme discret et tranquille qu'avait construite Laurent. Et c'est toute une vie de mensonges qui soudain se révèle. Rentrer dans l'intimité, ça avait effectivement été toute la difficulté de cette affaire. On a regardé les tickets de carte bleue, on a investigué dans l'ordinateur, dans la tablette, dans les téléphones, dans les SMS. Voilà. Autant de choses qui sont cachées à tout le monde, qui restent très personnelles, mais qui, une fois qu'elles sont ouvertes, révèlent un peu des informations qui permettent quand même de rentrer dans l'intimité. Laurent avait un secret, qu'il cachait à tous ou presque. Il ne travaillait pas. 65% des auteurs de féminicides sont comme lui au chômage ou retraités. Ne pas travailler pour ces hommes, c'est souvent être seul, face à un temps qui s'étire, ne pas se confronter au monde, aux autres, et se retrouver face à ses failles et à sa violence, qu'on dirige alors contre sa femme ou ses enfants, rendus responsables de la situation. Laurent, lui, s'était inventé une histoire, à laquelle peut-être il croyait lui-même. Nous, il nous disait qu'il travaillait dans la logistique, quoi. Après, d'après ce que j'ai compris, c'était pas le cas, quoi, qu'il était au chômage. Donc, nous, c'est ce qu'il nous disait. On a même fêté sa promotion à un moment. Là, ça relève vraiment de la pathologie, c'est-à-dire qu'on a vraiment quelqu'un qui a une vie très différente de celle qu'il laisse paraître. Moi, je vois le point de vue des parties civiles qui n'ont rien vu des activités de cet homme, qui fait semblant de travailler, qui a une sexualité qui manifestement n'est pas celle que tout le monde pense, qui a une consommation d'alcool qui n'est pas non plus celle que tout le monde pense, et qui semble en réalité très déconnecté de la vie familiale qu'il affiche lorsque de temps en temps on se voit le week-end, où on se croise un après-midi pour un anniversaire. Voilà. Et je pense que la seule qui vraiment avait conscience avérée de tout ça, c'était l'épouse qui le taisait. Laurent et Michel vivaient ensemble depuis 25 ans. Et quand on tente de trouver des proches, des amis, on se heurte au vide. Michel était caissière dans un supermarché. À ses collègues, dont certaines ont témoigné au procès, elle s'est parfois confiée sur des difficultés dans son couple. Mais par bribes, à demi-mot. La mère était une femme, on a envie de dire un peu une mère courage pour faire simple, mais je pense que ça parle quand même un peu. Une femme qui ne parlait pas, qui ne se plaignait pas, qui ne parlait pas de l'alcoolisation dont il est question dans le dossier, qui ne parlait pas de violence dont il est question dans le dossier, et dont personne n'a pensé qu'elle était véritablement en danger. On sait par des SMS ou des choses envoyées de Michel à l'égard de Laurent qu'elle en a assez de sa façon qu'il a de boire en particulier, elle l'appelle d'ailleurs par moments un petit peu comme le Dr Jekyll et Mr Hyde, en disant qu'il peut être très sympa, mais que quand il boit, il se met plus bactère, en gros, c'est ça. Mais pas suffisamment pour qu'elle ait émis, en tous les cas, le désir auprès de proches de divorcer ou de partir. L'enquête a révélé une seule plainte pour violence dans la biographie de ce couple. 7 ans avant le meurtre, Laurent avait frappé Michel au bassin et l'avait giflé.
l'affaire s'était réglée par une conciliation. À l'époque, Laurent avait expliqué qu'il avait fait cela pour qu'elle se taise. En France, 80% des plaintes déposées pour violences conjugales n'aboutissent pas. Elles sont classées sans suite. Michel a choisi de rester. Est-ce que, comme dans bien des cas, elle s'est retrouvée sous l'emprise d'un conjoint tour à tour charmant et violent ? Dans le cadre des violences conjugales, alors des meurtres, mais je veux dire plus largement, c'est sûr qu'il y a souvent des rapports de domination, des rapports d'emprise, des rapports de domination aussi, domination d'argent parfois. Et puis les enfants. Donc, et là, on a, dans le dossier, là, on a un peu ce sentiment-là, c'est-à-dire que on a la volonté de préserver la cellule familiale à tout craint. Préserver les enfants et puis tenir jusqu'à ce qu'au moins les enfants s'en aillent. Et puis ne pas en parler parce qu'il faut donner le change. Et qu'il ne faut pas apparaître comme une femme malheureuse, comme une femme battue, comme une femme qui a peur. Voilà. Vous savez, la définition légale de la violence, c'est tout acte de nature à impressionner vivement. La violence, ce n'est pas des coups. La violence, elle se définit d'abord par l'impression qu'elle fait sur la victime. Voilà. Donc il n'y a pas besoin d'y avoir de coups dans un foyer pour y faire régner la violence, pour y faire régner la peur. Moi, je pense que la victime avait peur et il est avéré que, vraisemblablement, quelques minutes avant les faits, elle recherchait un appartement vraisemblablement pour déménager. Est-ce que c'est ce qui a déclenché les violences ? C'est pas certain. Mais on a en tout cas cet élément au dossier qui est tout à fait important. Loïc, le fils cadet, est le seul témoin à pouvoir raconter ce qu'était cette vie conjugale et familiale. Mais que peut-on dire quand on a 11 ans ? Qu'on a perdu sa mère, sa sœur, et que le seul parent qui vous reste est aussi celui qui vous a tout pris. La principale difficulté, c'est qu'on est nécessairement privé d'une partie de la vérité, c'est-à-dire qu'on n'a pas la victime et on n'a pas la lecture de la victime de la vie conjugale. Alors vous allez me dire, il y avait un enfant au milieu de tout ça qui était peut-être un peu témoin. C'est vrai que l'enquête a pu lui poser des questions sur ce qui se passait, sur ce qu'il vivait éventuellement à la maison. Compliqué de lui faire jouer ce rôle. Très très compliqué. C'est d'une violence infinie. Ça a été... je n'ai jamais fait de demande d'audition du mineur. Je peux le demander, moi je peux demander à ce que le mineur soit entendu. Je n'ai jamais été moteur dans une décision de faire convoquer le mineur pour le faire entendre. Loïc n'aura sans doute jamais de réponse. Au procès, son père s'est excusé auprès de lui, mais n'a pas pu expliquer ce qui avait déclenché son geste. Ce qu'il a pu apprendre, c'est la façon dont sont mortes sa mère et sa sœur. Estelle a été tuée la première, étranglée par une cordelette, avant d'être poignardée. Michel, sa mère, est morte peu après, tuée de 3 coups de couteau. Pour ce double féminicide, Laurent a été condamné à 30 ans de prison. Il a perdu son autorité parentale et Loïc a été confié à une famille d'accueil. Cet adolescent va devoir se construire. Que fera-t-il dans sa vie d'adulte de cette violence inouïe dont il a été lui aussi la victime ? Les enfants sont les victimes invisibles des violences conjugales. En France, près de 150 000 mineurs vivent au sein d'un foyer où leur mère a déclaré subir de la violence. Ce chiffre est sans doute largement sous-évalué. En 2019, 3 mineurs ont été tués par leur père dans 3 féminicides distincts. 15 enfants se trouvaient à proximité de la scène de crime, et 24 y ont directement assisté. Comme ceux de Dorothée et Bruno, âgés de 9, 14 et 15 ans. À Toulon, le 25 décembre 2017, lors du déjeuner de Noël, la famille était à table. Les cadeaux des enfants n'étaient pas encore déballés,
quand Bruno a porté des coups de couteau de cuisine dans le ventre de sa femme. On a vu sur France 3 à l'époque ce drame. Un père de famille poignarde sa femme le jour de Noël. On n'a pas fait le rapprochement sur le coup. Plus tard sur Facebook, on a vu que c'était un ancien militaire. Je n'ai pas fait le rapprochement. Et c'est en recevant des SMS d'autres amis qui m'ont dit tout courant pour Bruno. Et là, tout de suite, ça fait tilt et on est tombé des nues, quoi. Dorothée et Bruno s'étaient rencontrés en Martinique et s'étaient installés à Toulon quelques années avant le drame pour y terminer leur carrière militaire. Ici, Dorothée avait de la famille. Mais en dehors de cela, elle semblait assez isolée. Bruno, lui, fréquentait quelques anciens collègues de l'armée. On avait le point commun d'avoir fait l'ex-Yougoslavie ensemble. Enfin, lui à une période, moi dans l'autre endroit. Donc on se racontait un petit peu nos faits de guerre, entre guillemets, quoi. Lui, c'était vraiment le combat, des actions un peu commando, des gardes. Il a tiré, il était sniper, enfin il était sniper, il a dû tirer sur des gens, je pense aussi. Ouais. Donc ça nous traumatise tous plus ou moins, quoi. Aujourd'hui, lorsqu'on revient de missions d'étrangers un peu difficiles, on a des aides psychologiques, vous savez, tout ce qui est traumatisme de guerre, c'est pris en charge maintenant, quoi. À notre époque, très peu, quoi. Voilà, on avait peut-être, avant de rentrer en France, on avait peut-être une semaine dans un endroit beaucoup plus calme, un stage, une semaine de décompression, ce qu'on appelait. Et après, on rentrait en France et voilà, on devait reprendre notre vie normale, quoi. Une fois qu'il a quitté l'armée, il a fait une reconversion dans le bâtiment, dans l'électricité, carrelage, enfin dans le multiservice. Il était assez doué de ses mains. Il s'est mis auto-entrepreneur. Ça a duré quelques temps, 1 an ou 2. Et il n'a pas du tout su gérer de manière financière son entreprise, quoi. Après, il a déposé le bilan. Il a essayé plusieurs autres choses. Dans la cosmétique pour hommes. Mais enfin, rien de concret, rien qui n'a duré longtemps, quoi. Dorothée a été tuée chez elle, comme la plupart des victimes de féminicide. Le jour du meurtre, les 2 aînés ont tenté de s'interposer pour protéger leur mère des coups de couteau de leur père. Dorothée était encore vivante à l'arrivée des secours, mais elle est morte dans l'ambulance. Cette même année, 85 enfants sont devenus orphelins de mère. Ils ont été interrogés juste après les faits, mais surtout par le juge d'instruction. Et ils avaient encore d'ailleurs les blessures sur eux, puisqu'ils ont été blessés, certains d'ailleurs, pas grièvement, mais de manière sérieuse. Le garçon, l'aîné, a été blessé aux mains en voulant s'interposer. Donc je ne pense pas que le père ait cherché à leur faire mal précisément. En tout cas, ça a été le résultat. Essayer de s'interposer. L'autre s'est blessé en téléphonant à la police. Et puis le troisième a été blessé aux côtes. Je me souviens de leur première demande. Hein. C'était, comme l'appartement a été placé sous scellé, leur supplique, c'était « Est-ce qu'on a quelque chose à vous demander, maître ?» Donc je m'attendais à tout sauf à ça. Et c'était très fort, hein. Quand c'est arrivé, ils m'ont dit on aimerait récupérer les cadeaux qu'il y avait au pied du sapin. On ne peut plus accéder à l'appartement. C'était les cadeaux de notre maman et on n'a pas pu les ouvrir. Alors évidemment, ce n'était pas à des fins matérielles. Hein. On était dans le symbole. C'était le moment de la famille, hein, le moment de Noël, de l'amour. Juste après le drame, la fratrie a été rapidement prise en charge par une association spécialisée dans les violences conjugales, avant d'être confiée aux grands-parents maternels.
le père a accepté que la justice leur délègue son autorité parentale. Les enfants témoins de violences, même sans en être directement la cible, ne sont pas suffisamment considérés comme des victimes collatérales. Ils portent pourtant en eux des blessures, souvent invisibles, qu'il faut apprendre à identifier. Nous avions été contactés pour la prise en charge psychologique des enfants après le décès de la maman, après le meurtre, le féminicide, il faut le nommer, c'est un féminicide. Les enfants aujourd'hui, victimes de violences conjugales, ils ont besoin de prise en charge longue. C'est-à-dire que les personnes ne se sentent pas forcément en souffrance après un trauma. En revanche, on a un effet retard du trauma et ça crée, malheureusement, pour les enfants victimes de violences dans le cadre familial, on a à peu près 7 fois plus de risques de répétition des violences à l'âge adulte. Je dis toujours, une violence conjugale est un acte politique. Parce que lorsqu'on est tyran à la maison, moi j'appelle ça du terrorisme intrafamilial. Et je le nomme, mais alors vraiment en l'assumant totalement. Le terrorisme n'est pas que sociétal. Le terrorisme, les femmes, je veux dire, c'est pas la femme, c'est les femmes, le vivent depuis des millénaires. C'est-à-dire donc la peur en rentrant à la maison, d'être grondé comme un enfant, d'avoir mal fait les choses, ou d'être tout simplement, de sortir de son rôle et de ses prérogatives. Donc ce n'est pas les femmes qui sont très soumises qui sont violentées, ce sont les femmes qui commencent à se révolter, ou les femmes qui disent « non mais moi je ne veux pas être à cette place-là », mais elle n'a même pas le droit de dire qu'elle ne veut pas être à cette place-là. Depuis quelques années, Dorothée avait repris le travail dans un centre d'information et d'orientation de l'Académie des Bouches-du-Rhône. Elle semblait avoir fait part à son père de difficultés dans son couple, mais sans en dire beaucoup plus. Il n'y a jamais eu de signalement, aucune plainte enregistrée. Il y avait pourtant des indices d'une violence psychologique, mais nous, voisins, amis, membres de la famille, sommes-nous suffisamment préparés à reconnaître cette violence, à la nommer et à avoir la bonne réaction quand elle est sous nos yeux? Bruno aimait sa femme, aimait ses enfants, ça j'en suis persuadé. Il ne l'a jamais trompé, il aimait ses enfants vraiment, comme tout père, je pense, aime ses enfants, quoi. Pour dire que Bruno était dominateur, elle était complètement passive, sous son influence, quoi. Complètement effacée. Un couple bizarre, le diable et l'ange. Le jour et la nuit, yin et yang, enfin, deux personnes complètement contradictoires, mais qui se sont rencontrées, quoi. Mais ce que l'entourage définit comme une femme sous influence cache souvent une réalité plus sombre. L'emprise. Une emprise que la victime elle-même a du mal à percevoir, à comprendre, au point de ne pas pouvoir s'envisager comme une victime de violence conjugale. Cette violence qui s'installe progressivement, de petites insultes en grandes humiliations, est-ce qu'on s'y habitue, si personne ne vient nous dire que non, ce n'est pas normal? Le milieu environnemental micro, celui de la cellule familiale, lorsqu'il est violent, il doit être contredit par la société dans laquelle on vit. Plus on élargit notre sphère sociale, et plus on devrait trouver des éléments qui viennent nous dire ce que tu vis à la maison, c'est pas normal. Voilà. Et ça sera une société vertueuse à partir du moment où on aura déconstruit ça, y compris dans la sphère sociale immédiate. La famille et l'entourage ont un grand rôle à jouer. Et je peux vous dire que souvent, dans les affaires de violence conjugale, et je ne parle même pas de violences qui conduisent à la mort, hein, il y a quand même des personnes isolées. Vous savez, lorsqu'il y a une famille proche, une famille qui défend, alors je ne fais pas le procès, dans le dossier qui nous intéresse, c'est particulièrement le cas, hein, personne n'a failli, mais justement, on n'avait pas tous les éléments, on avait des bribes, on ne savait pas ce qui se passait.
Et je peux vous dire que la famille est quand même le meilleur rempart. Et ces hommes-là qui violentent les femmes, qui ont ça dans la peau, hein, ils ne restent pas très longtemps avec les femmes où il y a une famille très proche, très présente, qui va défendre. La famille de Dorothée avait du mal avec Bruno, était un peu mise à part. Mais bon, ils se voyaient quand même. La famille de Dorothée est sur Toulon. Ils se côtoyaient comme des beaux-parents, mais voilà, sans plus, quoi. C'était assez froid, a priori, entre Bruno et ses beaux-parents, quoi. Les parents de Bruno, eux, habitent loin de Toulon. Et de son enfance, on ne sait pas grand-chose. Ce que l'on connaît de lui, c'est son passé de militaire. La guerre qui l'obsède. Le traumatisme, jamais pris en charge. Et on se retrouve toujours sur cette ligne de crête. Expliquer, sans pour autant justifier. À Aix, dans la juridiction où sera jugé Bruno, le procureur voit défiler les affaires de violence conjugale. Il a choisi de faire une relecture de tous les dossiers de féminicide, pour tenter d'y distinguer des signaux, même faibles. Tenter peut-être aussi de comprendre qui sont ces hommes qui pensent que leur femme leur appartient. Le constat que je fais d'abord, c'est qu'en matière de violence conjugale, il n'y a pas un profil type, une catégorie sociale type, des origines type, des régions type, etc., qui permettent de dire, ben voilà, c'est ça, etc. C'est pas vrai. Ces questions de violence conjugale, on peut les retrouver dans toutes les situations, hein, quels que soient les niveaux culturels, intellectuels, financiers. Voilà. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on passe sur le registre, cette fois-ci du meurtre, on a assez souvent des problématiques d'addiction, alcool, stup, et des situations de précarité sociale plus importantes qui conduisent à une violence plus forte encore, qui va se traduire par des coups portés, des coups de couteau, enfin, etc. On fumait pas mal de cannabis. Et au fur et à mesure, bah voilà, on se côtoyait surtout pour ça, quoi. Lui, de temps en temps, il est touché à la cocaïne. Quand c'est 1 à 2 fois par an, je ne disais rien, voilà. Mais au fur et à mesure, ça a augmenté, quoi. Là, j'ai senti plus ou moins son comportement changer. Je pense qu'il partait dans un délire un peu schizophrénique, quoi. Il y avait des délires comme quoi que tout le monde avait couché avec sa femme, quoi. Tous ses amis proches avaient couché avec sa femme. Alors que, voilà. Et moi, le premier, quoi. Il m'a même accusé d'avoir couché avec sa femme. Je comprenais pas. Je dis, mais arrête tes conneries, tu me connais. Mais lui, non, moi je te crois. Et puis 1 semaine ou 2, hop, il recommençait, ainsi de suite, quoi. C'était lancinant. Dans les affaires souvent de violence conjugale, à un moment ou à un autre, l'auteur se présente assez souvent comme étant une victime, mais une victime de comportements ou de présupposés comportements qui remettent en cause son statut de dominant. Ces hommes-là ne sont pas des victimes, quoi. Faut être très clair. Notre société est encore structurée par un schéma dominant-dominé, qui transforme bien des rapports de couple en rapports de force. Le silence se brise, mais les mesures d'aide aux victimes de violences conjugales et de suivi des auteurs doivent accompagner cette libération de la parole. Le grand défi consiste désormais à éduquer toute une nouvelle génération. Les hommes qui vont passer à l'acte des violences physiques sont des hommes qui vont s'appuyer sur le degré d'empathie de leurs victimes.
Et l'empathie, c'est exactement ce qu'il faut faire monter dans nos sociétés du côté des masculins, on va dire, depuis tout petit. Et ça aussi, il va falloir le mettre en place dans de la prévention. Hein. L'empathie, la reconnaissance de ses émotions, la déconstruction des passages à l'acte, très tôt dans la vie des garçons. On ne le fait pas encore. On sensibilise les futures victimes et en fait, on ne sensibilise pas assez et on n'éduque pas à l'empathie suffisamment les garçons très tôt dans leur vie, dans le milieu intrafamilial et dans le milieu sociétal et scolaire. Aïcha avait 38 ans. Jennifer, 31 ans. Marie, 28 ans, quand elle est morte il y a 10 jours. L'auteur des coups de feu n'aurait pas supporté leur séparation. 11 coups de couteau. On veut croire qu'en éduquant les enfants dès le plus jeune âge, tout est encore possible. Que Michel, Cindy et Dorothée seront des exceptions. Et qu'il restera seulement ce bonheur simple de se rencontrer, de s'aimer et la liberté de se séparer sans crainte.